France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes bien sûr sur Sud Radio. Durant toute notre existence, nous allons nous construire. Nous apprenons au fil de nos rencontres à devenir l'homme ou la femme que l'on est. Alors il y a des moments plus cruciaux que d'autres, comme il y a des rencontres qui seront plus marquantes que d'autres. Et ce que l'on ne dit peut-être pas assez, en tout cas c'est ce qu'il me semble, c'est à quel point la sexualité va jouer un rôle essentiel dans la construction de notre identité féminine ou masculine. On va découvrir des attirances pour telle sorte de personnes, par exemple pour des personnes qui sont de l'autre sexe ou du même sexe, et ça je parle bien d'attirance, mais on va également découvrir des désirs, on va découvrir nos zones d'ombre, et puis souvent nos blessures lorsqu'on est dans une relation où il y a de l'amour. Avec Samuel Doc, qui est mon invité aujourd'hui, eh bien on va essayer de comprendre le rôle de la sexualité dans notre construction identitaire. Alors lui, bien sûr, il entend ses patients tous les jours se raconter et il nous expliquera peut-être mieux que moi encore pourquoi l'amour, la sexualité nous permettent tant de nous découvrir. Et puis, j'aimerais bien que vous veniez nous raconter, vous, comment telle rencontre ou telle expérience sexuelle vous a aidé à vous découvrir vous-même et peut-être à être plus en paix avec vous-même. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, écrivain. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai commencé à lire, mais on en parlera la prochaine fois que vous venez, parce que ça, c'est un livre assez particulier. Ça s'appelle L'enfant thérapeute, où vous vous racontez. Vous faites partie de ces rares psychanalystes qui osent parler d'eux-mêmes. Oui. C'est vrai, j'en ai bien conscience et ça m'est parfois reproché, c'est un risque que je prends, mais comme le dit une de mes amies psychanalystes, la liberté ne va pas sans risque et j'aime beaucoup cette liberté-là justement, cette liberté d'être libre. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on va parler de notre construction grâce à la sexualité. J'avais envie justement que ce soit quelqu'un comme vous pour aborder ce sujet très délicat parce que on n'aime pas parler de l'importance de la sexualité dans la construction de l'individu parce que d'abord, il y a encore beaucoup de tabous dans la sexualité. Il y a beaucoup de pulsions qui sont refoulées. Et pourtant, j'ose dire, et je sais de quoi je parle, si on n'a pas réellement été au bout de ces fantasmes, de ces pulsions, on ne sait pas réellement qui on est. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis absolument d'accord et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement particulier puisqu'aujourd'hui l'identité, elle est au cœur, j'ai l'impression, de tous nos questionnements sociétaux, vous voyez, et d'ailleurs pas que de manière sexuelle, il y a la question, alors on est tous hypersensibles, HPI, autistes, TDAH, de manière générale, chacun cherche désespérément son étiquette et cherche à s'y enfermer. Alors bien sûr, dans ce cortège identitaire, il y a les identités sexuelles, vous l'avez dit, aujourd'hui on est hétéro, gay, bi, sexué, asexué, non-binaire. Là encore, il y a une sorte de trans. N'oubliez pas, c'est à la mode en ce moment. Bon, en tout cas, chacun cherche, c'est vrai, sa propre voie et sa propre construction sexuelle et identitaire, alors que vous, il me semble que d'émission en émission, vous nous rappelez une chose, et je crois même que c'est à chacune de vos émissions, c'est que l'identité, c'est quelque chose de mouvant, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, et on est vivant pourvu que nous bougions dans nos identifications, dans nos fantasmes, dans notre vie érotique. Quand on fait toujours la même chose, quand on croit être une seule chose, eh bien, c'est qu'on est mort, ce n'est pas qu'on est vivant. Et pour ça, je suis très heureux, moi aussi, d'être présent dans votre émission. Alors, bien sûr, vous avez... Vous avez raison, Samuel Doc. J'essaye toujours de rappeler à quel point on peut avoir à 20 ans l'impression qu'on est un hétéro pur sucre et puis à 50 ans découvrir qu'on est homo. On a forcément aussi été hétéro. Je sais pas ce que je veux dire. Mais je crois que c'est rassurant de croire qu'on construit son moi et puis qu'une fois qu'il est construit, il bouge plus, il est solide, etc. C'est pour ça qu'on a tendance à nier justement tous nos fantasmes parce que ça fait peur. Exact. Et il faut beaucoup de liberté. Il faut oser accepter d'être ce qu'on est et de quitter, si je puis dire, le rôle qu'on croyait avoir à jouer dans la vie.
Oui, surtout que finalement, un fantasme, une pulsion, une pensée, une émotion, on ne peut pas les contrôler. On a tort de penser qu'on peut, qu'on peut avoir une mainmise sur notre vie sexuelle, intime, une mainmise contrôle comme n'importe quel produit, comme n'importe quel objet de consommation. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. On peut éventuellement essayer de vivre nos affects, mais les contrôler, c'est tout autre chose. Et je suis d'accord avec vous. Je crois que face à ce bouillonnement pulsionnel de l'inconscient, du corps, de tout ce que nous éprouvons, nous avons plutôt intérêt à être dans l'accueil, en fait, dans l'accueil de nos éprouvés. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut les réaliser, ces pulsions. Non, mais en prendre conscience, me semble-t-il, est la meilleure voie pour se découvrir, se connaître et après faire le choix, en effet, d'y aller ou de ne pas y aller. Ce qui est très difficile, c'est que, et là vous l'avez rappelé, c'est que la société, de manière générale, nous invite très peu, en réalité, à penser nos pulsions, à penser nos fantasmes. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui me consultent en consultation se trouvent souvent divisées, en conflit entre leur vie sexuelle refoulée, qu'ils essayent en tout cas de refouler, et les injonctions sociales. C'est très difficile, je pense. Et même aujourd'hui, où on est dans une société finalement un peu de pleine jouissance, où on a l'impression qu'on est invité à jouir en apparence, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. Je crois qu'on reste extrêmement captif des représentations culturelles et sociales. Alors, ce qui est important déjà, je l'ai dit un peu dans l'introduction, c'est que à l'âge de la puberté, avec la poussée justement hormonale, on va avoir envie de vivre des expériences. Alors, certains plutôt sexuelles, d'autres plutôt amoureuses. Et là déjà, on va rencontrer l'autre et c'est un bouleversement total puisque l'autre nous éloigne de notre famille, de nos parents. C'est un autre univers qui va nous marquer, nous bousculer, nous rassurer. Enfin, chacun y mettra les mots qu'il veut. Ah, mais c'est pour ça que j'ai souri pendant que vous disiez votre très belle introduction comme d'habitude. C'est que oui, Brigitte, je suis tellement d'accord avec vous. Bien sûr que cette question de l'identité, elle ne passe pas par nous-mêmes, mais elle passe par cette question de la rencontre. Ce sont les autres qui nous apprennent. C'est le monde collectif, le monde social. C'est dans le monde autre, dans le monde des autres que nous puisons, que nous forgeons notre imaginaire érotique. Donc j'étais extrêmement heureux de vous entendre valoriser ce très beau mot d'altérité, d'intersubjectivité, de rencontre de l'autre. Cela dit, je partage également votre point de vue quand vous parlez de cette colonne vertébrale sexuelle. Je crois qu'on peut rencontrer l'étrangeté du corps de l'autre à partir du moment où on est déjà bien avec l'étrangeté de notre propre corps. Là-dessus, je vous suis également. Alors après, c'est aussi les expériences heureuses et malheureuses qui vont nous faire avancer. Et je crois que si on est assez lucide, autant qu'on peut l'être sur soi-même, parce que je suis d'accord avec vous, il y a notre inconscient qui nous joue des tours, on va savoir ce qui nous fait du bien, ce qui est bien pour nous, et puis on va aussi faire le choix, peut-être, de parfois, je pense par exemple à des personnes qui ont fondé une famille, qui ont des enfants, qui découvrent qu'ils ont envie d'autre chose, mais qui, par respect pour leurs valeurs de la famille, vont choisir de rester dans leur famille. Vous voyez, et c'est tout à fait honorable. Je crois qu'il n'y a pas, je sais que personne n'imagine que je puisse juger quoi que ce soit. Je crois que encore une fois, il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il peut, mais ce qui est important, c'est de faire les choix en son âme ou conscience. Et je trouve que dans la vie amoureuse, sexuelle, c'est pas si simple de faire ses choix en son âme et conscience. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Oui, et je suis d'autant plus content que vous me fassiez confiance, puisque c'est vrai que la psychanalyse a ce petit défaut historique de toujours chercher un double fond à tout. Eh bien, parfois, je suis d'accord avec vous, on peut aussi se rencontrer soi-même, on peut aussi savoir, l'être humain peut être aussi, parfois, et je sais que mes confrères me reprocheront cette formule, peut être parfois maître en sa demeure, on peut aussi savoir ce que nous aimons, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, on peut s'en rendre compte. Et je suis également d'accord avec vous que nous n'avons pas à juger, effectivement, les choix des autres. Même si je crois parfois que, malheureusement, quand on renonce à un désir, quand on renonce tout de même à une vie sexuelle, et je crois que dans vos précédentes émissions, vous avez déjà réussi à le montrer, on peut le payer en monnaie d'angoisse. C'est-à-dire que le sexuel est tellement important pour notre psyché humaine que quand on cède sur le sexuel, on le paye quand même beaucoup en anxiété et en symptômes psychiques. Même si on est conscient qu'on y renonce, oui. Vous pensez ? Parce qu'on peut le sublimer.
le sublimer Par l'art, par la masturbation. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être toujours dans des relations sexuelles. C'est une vraie question en tout cas que vous posez. Je ne sais pas si les personnes qui nous appelleront aujourd'hui auront des témoignages en ce sens-là, mais par exemple, si je pense à cet exemple que vous avez donné de ce père fictif qui renoncerait à son homosexualité, j'ai du mal à croire qu'il pourrait tenir longtemps sur la durée, vous voyez, en renonçant à ce qui est plus finalement que du sexuel, ce qui est aussi une partie de son identité. S'il va sur des sites gays en se masturbant et qu'il vit ça, ou si il se met à faire de la sculpture de corps masculin. Est-ce qu'à un moment, enfin, je veux dire, il faut que ça passe par quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Hein. Oui. S'il le nie, il nie son homosexualité. C'est vrai que ça va faire des ravages à l'intérieur de son corps ou de sa psyché. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il peut le faire passer par autre chose. Enfin, et la question aussi, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que derrière ce fantasme qui serait purement sexuel, il n'y a pas aussi le désir, le besoin d'être aimé à ce moment-là par un homme? Bien sûr. Et est-ce qu'à cet instant-là, il est encore sensible à l'amour que lui porte son épouse? C'est des vraies questions extrêmement complexes, et c'est pour ça que c'est important, je trouve, que vous les posiez dans notre émission d'aujourd'hui. Voilà, et déjà être conscient de quelque chose qui nous met dans l'ambivalence avec nous-mêmes, c'est déjà un grand pas vers soi. Oui. Et c'est peut-être ça qu'on peut faire aujourd'hui, vous aider peut-être à ce que vous puissiez exprimer comme ça une pensée, un fantasme qui vous traverse l'esprit, que vous ne savez pas trop si c'est réellement quelque chose qui est fort pour vous ou pas. Vous nous appelez et puis on en parle ensemble. Exactement, et je crois que vous avez raison d'insister sur le fait que c'est jamais figé, jamais absolu et ouvert, work in progress, voilà. Garance est avec nous dans un instant, on lui donne la parole, et puis n'oubliez pas, on va jouer au sapin de Noël aujourd'hui, durant cette émission. Et un moment ou un autre, eh bien, vous aurez peut-être la possibilité de gagner un beau cadeau grâce à Sud Radio et à Noël, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est en compagnie de Samuel Doc. On vous invite à nous parler, peut-être, de pulsions, de fantasmes qui vous passent par la tête, que vous n'avez peut-être pas réalisé, qui vous auraient peut-être aidé à mieux comprendre qui vous êtes, à mieux construire votre identité sexuelle. Oh là là, quel sujet. Samuel Doc, c'est Garance qui commence avec nous. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Garance. Merci d'être avec nous, Garance. Donc vous êtes en train de divorcer en ce moment. C'est ça. Je suis en plein divorce. Voilà. Donc actuellement, j'ai pas de sexualité avec un compagnon, mais ce qui n'empêche que j'ai quand même une sexualité dans le sens où je ne m'interdis pas la masturbation, je ne m'interdis pas les fantasmes. Alors, voyez déjà votre phrase « je ne m'interdis pas la masturbation ». Elle est révélatrice quand même d'une certaine inhibition due forcément à votre éducation, etc. etc. C'est curieux de dire « je ne m'interdis pas la masturbation ». Vous voyez, déjà ça parle de vous. Ah, mais totalement. Vous voyez, c'est intéressant. Totalement. Hein. Oui, non, mais j'en ai pleinement conscience, voilà, et c'est un travail que j'ai effectué sur moi. Et, voilà. Et d'ailleurs, on sait en psychanalyse, je vais faire de la psychanalyse sauvage, la négation, c'est une affirmation. Exactement, on Brigitte. est d'accord. Oui. Ça veut dire que quelque part, vous interdisez un peu la masturbation, ma chère Garance. Je pense que je m'interdis pas la masturbation, je m'interdis pour le moment toute relation avec un homme. Ah, mais pourquoi alors ? Justement parce que je ne suis pas encore divorcée et que je me suis rendu compte, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis séparée, donc et je me suis rendu compte au fil du temps que tant que je n'étais pas officiellement divorcée, je n'arrivais pas je ne m'autorisais pas à aller vers un autre homme, à avoir une vie de femme, comme si tant que officiellement j'étais encore mariée, c'était pas possible. Voyez, donc c'est en ce sens-là, je pense que la négation, il faut l'entendre. C'est pas que je m'interdis la masturbation, c'est que je m'interdis la relation à un homme. Voilà. Oui. Mais en même temps, c'est votre culture et il faut faire avec. Mais voilà, donc c'est ce que je fais, j'écoute mes limites, je les ai entendues, je les ai comprises, donc je me dis que c'est que ça viendra quand les choses devront se faire, et je sais que l'officialisation du divorce sans doute sera une étape importante.
Mais ce serait quoi alors? C'est l'idée d'une sorte de reliquat de loyauté à l'égard de votre ex-compagnon qui vous empêche de cette manière-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a du désir, il y en a manifestement. Alors, oui, du désir, il y en a. Je pense que c'est du reliquat par rapport à mon éducation. Enfin, donc ça prend la forme de mon ancien compagnon, forcément. Mais il y a de mon peut-être éducation. Il y a peut-être aussi une peur, parce que là je reviens sur le sujet d'aujourd'hui, parce que j'essaie grâce à votre témoignage de faire comprendre les choses. Vous êtes devenue Garance, la femme Garance, grâce à cet homme avec qui visiblement vous avez vécu un bon bout de chemin. Et refaire l'amour avec un autre homme, ça vous obligera à être une autre femme. Et peut-être que c'est ça aussi qui peut être inquiétant. Alors, je pense que c'est pleinement inquiétant dans la mesure où je fais partie de ces femmes qui n'ont eu qu'un seul homme et donc qui est resté 28 ans avec la même personne et que donc il y a une partie de moi qui a évolué en tant que femme, en tant qu'individu, qui va avoir 50 ans et puis il y a cette jeune femme qui est restée, comme je peux entendre parfois dans les personnes qui témoignent par ailleurs, où on est un peu resté figé au moment de la rencontre au même âge. Donc j'ai un décalage psychique entre ce que je suis socialement en tant que mère, en tant que individu, et cette part qui est beaucoup plus intime, mais qui est encore en cours de maturation. Même si, bien évidemment, c'est jamais abouti, mais quand même, là, il y a des étapes à rattraper, à vivre pour pouvoir. Vous avez bien compris quelque chose d'important, et c'est bien, Garance, parce que vous avez compris que le moi que vous avez construit, il est structuré, il est solide, sans doute, mais un peu rigide, et que peut-être, si vous rencontriez un autre homme qui vous bouscule un petit peu et qui vous fait découvrir d'autres choses, il faudra, avec souplesse, vous adapter et être une autre femme et peut-être avoir des regards qui vous jugeront. C'est vrai, c'est un parcours. Et puis j'entends ce que finalement je parlais en début d'émission du conflit entre le regard social, vous qui prend la forme de cette éducation dont vous parlez, et le désir individuel. Là, je vois que cette éducation, quelque part, elle sert aussi à donner un visage à votre peur. C'est-à-dire que j'entends que ça vous fait quand même un petit peu peur aussi de rencontrer l'étrangeté du corps de l'autre, non? Alors, peut-être qu'il y a de ça. J'en suis pas certaine de ce point de vue-là. La peur, elle est plus liée à l'image que j'ai de moi. C'est-à-dire que vous voyez, dans l'introduction, là, vous avez parlé de l'amour, et ce mot-là, j'ai bloqué dessus en me disant, mais je n'ai jamais eu... c'est terrible ce que je veux dire parce que je vais avoir 50 ans, mais je n'ai jamais eu dans l'idée que je puisse être quelqu'un que l'on aime. Donc c'est pour ça que j'ai pu accepter énormément de choses, parce que j'étais tellement dans l'idée que je ne suis pas une personne que l'on peut aimer, que finalement, c'est pas grave. Si et là, l'idée de l'amour... Garance, vous saviez la peine que j'ai quand j'entends ça. C'est tellement triste. C'est tellement triste que vous puissiez penser ça. Et oui, mais et même maintenant, je me dis, mais non, enfin, tu peux quand même être quelqu'un qui a tellement de choses à donner et qui peut recevoir et qui peut être aimé. Mais l'idée même de l'amour, pour moi, est presque... L'étrangeté, en fait, elle se situerait dans l'idée de l'amour. Elle n'est pas dans le corps de l'autre, mais dans l'idée de l'amour. Vous voyez ? C'est pas la même chose. Oui, ce qui vient aussi questionner la manière dont vous avez été aimé par vos propres parents, bien sûr, à cet instant-là. Absolument. Oui. Déjà, aimez-vous quand vous vous masturbez, Garance? Alors ça c'est quelque chose que je découvre. J'ai appris tout doucement à m'aimer parce que mon corps forcément c'est pas me l'a fait payer au sens quelque chose, mais notre corps à un moment donné nous parle d'autant plus avec violence qu'on ne veut pas l'entendre. Et ce qui m'a conduit à l'hystérectomie. Donc vous voyez, la violence elle est allée à l'extrême quand même. Et donc j'ai appris forcément au moment où j'ai dû renoncer à un des symboles de la femme, apprendre à me découvrir et à m'aimer. Donc je suis d'abord en train de m'aimer avant de passer au volet suivant qui sera de pouvoir se tourner vers l'autre. Mais pour le moment, je fais ce chemin vers moi. Oui, donc profitez de vous et de vous avec vous et soyez douce avec vous. C'est comme ça que ça passera. Parce que c'est cet amour-là qui est important, bien sûr. Bien sûr.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'accompagne parce que ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que je vous écoute quasiment tous les jours. Actuellement, alors que je ne suis pas dans une relation à une autre, je maintiens ce volet de ma vie intime en vous écoutant, même si ça ne donne pas lieu à des masturbations ni rien, mais le fait chaque jour de pouvoir entendre parler de sexualité quel que soit en fait le biais par lequel vous l'abordez, maintient chez moi quelque chose de vivant. Ça participe en fait, c'est pas seulement ça, mais ça participe à maintenir quelque chose chez moi de vivant au quotidien. Et donc ça, c'est pas toujours dit, mais c'est aussi quelque chose d'une grande importance. Alors ça me fait très plaisir ce que vous dites là, Garance, parce que ça confirme ce que je pense. C'est la sublimation et quelque part, eh ben oui, on a un lien sexuel tous ensemble et c'est quand même extraordinaire. Et une voix, Brigitte, c'est un langage. Vous transformez les productions du corps en langage et c'est exactement ce qu'est en train de dire Garance, c'est qu'elle trouve un écho grâce à votre émission. Donc merci pour ça, Brigitte. Merci beaucoup, Garance, et aimez-vous. Allez, une petite pause et on retrouve Soisic Belin, notre Sexy News. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, nous retrouvons Soisic Belin et vous allez nous parler de liberté. Alors moi, je suis toujours très heureuse quand vous parlez de liberté, mais je suis pas sûre que je vais être très heureuse là. Vous allez peut-être pas être la seule à ne pas être très heureuse, mais j'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser au lynchage médiatique et social que subit l'auteur de BD à succès Bastien Vivès. Alors petit brief, il y a 2 semaines, le Festival international de la BD à Angoulême annonçait consacrer une exposition carte blanche à l'artiste en janvier prochain, l'artiste prolifique intitulé Dans les yeux de Bastien Vivès, une récompense pour son travail qui n'a pas plu à tout le monde et qui est à l'origine du lancement de 2 pétitions, dont une qui atteint au moment où je vous parle plus de 77 000 signatures et qui donc souhaite désorganiser cette exposition, annuler cette exposition. Donc des pétitions qui s'accompagnent d'insultes et de harcèlement sur la toile. Alors je ne suis pas là pour prendre parti pour Bastien Vivès ou pour ou contre Bastien Vivès, mais pour poser le sujet et prendre une distance suffisante pour comprendre quels sont les enjeux de cette affaire et ce qui a mis le feu aux poudres et de quoi il en ressort. Alors Bastien Vivès est un auteur de plusieurs ouvrages. Je crois que vous le connaissez, hein, Samuel Doc. Je crois qu'on s'est croisés sur un festival. Moi, je ne le connais pas, je reconnais. Vous irez jeter un œil à son œuvre, à ses ouvrages. Donc plusieurs ouvrages, des albums dits classiques à succès. Je pense à Paulina. De bande dessinée. Oui. D'albums de bande dessinée. Donc Paulina, Le goût du chlore, Le chemisier. Des ouvrages adaptés au cinéma, des ouvrages encensés par la critique qui ont permis à l'auteur une reconnaissance de ses pairs, mais aussi d'un lectorat nombreux. Il est important de le rappeler. Bastien Vivès est aussi un auteur de manga et de quelques ouvrages pornographiques, des ouvrages qu'il a publiés dans la collection BDQ, Les melons de la colère, Décharge mentale et plus récemment Petit Paul aux éditions Glénat. Un ouvrage sensible, dédié à un lectorat adulte, proposé en vente sous blister et estampillé sur la couverture d'un avertissement. Et cette BD n'est pas passée, tout comme certains de ses autres titres que nombreux et nombreuses ont décidé aujourd'hui, avec cette affaire, d'analyser, de relire en mettant et en scrutant les ambiguïtés, en cherchant des preuves d'une perversion. Alors, à ce stade de ma chronique, il est important, voire essentiel, de rappeler que Bastien Vivès n'a commis aucun crime, ni viol, ni inceste, et qu'il n'en fait pas l'apologie. Mais on accuse alors ses coups de crayon qui seraient porteurs de messages à caractère pédopornographique. Pour exemple, le petit Paul est un petit garçon porteur d'un pénis d'1 mètre. Il n'y a donc ici aucune transposition possible, aucun réalisme, puisque ces ouvrages touchent à l'imaginaire, à l'extraordinaire au sens littéral du terme. Ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'on peut aller dans des trucs sexuels qui sont complètement délirants, puisque justement on dessine et on peut mettre des femmes avec un pénis ou n'importe quoi. Enfin, mais aujourd'hui, ça gêne. Donc on touche au fantastique, on touche au cochon, au provocateur, oui, à l'incorrect, soit. Mais est-ce une raison pour remettre en question l'œuvre d'un artiste? Est-ce une raison pour remettre en question la sexualité de cet artiste? Cette histoire pose de nombreuses questions, philosophiques mais aussi législatives. Alors, pour répondre à la seconde, sachez que d'après l'article 227-23 du Code pénal, les représentations à caractère pornographique de mineurs, y compris les dessins, sont interdites en France depuis 1998 et leur simple détention depuis 2002. Alors,
Les questions philosophiques et morales sont les suivantes. Doit-on interdire certaines représentations parce qu'elles heurteraient la bien-pensance de certains? Doit-on interdire des ouvrages parce qu'ils ne seraient pas validés par une majorité, parce qu'ils ne seraient pas compris et pris au premier degré et sans recul? La circulation de ces ouvrages estampillés pornographiques, des ouvrages touchant au fantasme et non à la réalité, peuvent-ils altérer des esprits sains, pour ne pas dire des esprits puritains? Et qu'est-ce qu'un esprit sain? Ou alors, peut-on considérer ces ouvrages comme des canalisateurs, comme des éléments essentiels à une décharge fantasmagorique pour que celle-ci ne vienne pas prendre place dans la réalité? J'ai échangé avec Arthur Dreyfus, auteur prolifique lui aussi, notamment d'ouvrages littéraires où il relate sa propre sexualité. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la liberté artistique et sa mesure. Pour moi, elle doit être totale et c'est le signe d'une société saine qu'elle le soit. Parce que dès que la liberté de l'artiste n'est plus totale, on bascule dans quoi? Dans une société où on va juger subjectivement l'endroit où l'artiste a dépassé la limite, et ça très vite, ça vire au fantasme d'une société propre. On peut prendre la Russie de Staline, on peut prendre l'Iran d'aujourd'hui, beaucoup de pays réactionnaires, religieux, où il est interdit de représenter ceci et cela. Moi je pense que l'imaginaire a justement pour fonction de représenter un certain nombre de choses exagérées, innommables, immontrables, choquantes. Et pourquoi? Justement pour ne pas les produire dans la réalité. Et les artistes utilisent leur imaginaire et c'est très important que ce paravent existe. Et je crois qu'on n'a rien à ajouter. Oui, la réponse est parfaite. Qu'en est-il de la liberté du lectorat? On a le droit de trouver que les dessins de Bastien Vives sont parfois de mauvais goût. On a le droit d'être répugné par certains de ces dessins. On a le droit de ne pas aller voir ces expositions. On a le droit de ne pas acheter ses œuvres, mais ces dénonciateurs, ils réclament autre chose. Ils réclament l'interdiction pour lui de publier, de créer, d'être exposé, de se montrer. Donc pour un artiste, l'interdiction d'exister. Je ne parle pas des commentateurs qui exigent son internement en psychiatrie ou son emprisonnement immédiat, et ils sont très nombreux sur Twitter. Moi, je suis assez dégoûté et halluciné de me rendre compte que ma génération, qui est censée avoir développé quand même un esprit critique après le siècle des Lumières, et puis 200 ans de dictature en tout genre et d'intolérance profonde contre les artistes, y compris aujourd'hui, ne puisse pas faire la distinction entre la fiction et la réalité, entre la représentation d'une chose choquante et cette chose choquante. Ça, je trouve que c'est lamentable. Blanche Gardin exprime la chose très bien dans ses spectacles, puisqu'elle le formule d'une façon définitive. Elle dit que notre génération ne fait plus la différence entre un ressenti et une opinion. On a le droit d'être choqué par quelque chose, c'est même naturel, mais être choqué par quelque chose, ce n'est pas une opinion, c'est une émotion. Et cette émotion ne vous donne pas le droit d'appeler à annuler, fusiller, emprisonner, interner la personne qui vous déplaît. Parce que des subjectivités, il y en a 1 milliard sur Terre, et si on commence à rentrer là-dedans, il n'y a plus de société, il n'y a plus de démocratie. Pour ma part, Brigitte, j'ai lu avec beaucoup de plaisir Lolita de Nabokov, moins Sade, mais bon, c'est personnel, mais aussi Georges Bataille. Alors faut-il aujourd'hui interdire ce que l'on considère comme des ouvrages cultes, voire des chefs-d'œuvre? Je resterai sur cette question ouverte. Oui, je crois que tout le monde connaît ma réponse. Voilà. Je ne suis pas censeur. Mais ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est que vous m'avez dit qu'il y avait 77 000 personnes qui ont signé pour interdire les œuvres de Bastien Vives. Je suis persuadée qu'il y a plus de 77 000 personnes qui sont fans, oui. Mais qui, eux, ne disent rien. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on est dans une société où c'est ceux qui sont représentants de la censure, qui crient, et c'est eux qu'on écoute, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Vous pensez qu'il faudrait lancer une pétition pour Bastien Vives, pour préserver l'exposition? Non, mais je pense que tous ces gens qui finalement restent silencieux, vont finir par ne plus pouvoir non plus lire Tintin. C'est que dans cette histoire, tout se mélange. Il y a aussi le côté personnel. Apparemment, il se serait pris la tête avec une autre auteure de BD, une jeune femme, qui l'aurait insultée, menacée sur des réseaux sociaux. Donc, en fait, tout se mélange. Le côté très personnel qu'il peut avoir, effectivement, c'est possible entre artistes. De toute façon, pour l'instant, on ne sait pas si ça a été interdit. Pour l'instant, ce n'est pas interdit. Bon, donc ça, c'est plutôt le côté positif, et peut-être que c'est bien que ça ne soit pas interdit. Et puis voilà tout.
Après, je pense que ça a quand Non, même... moi j'ai honte, j'ai pas trop d'opinion puisque je vis dans une grotte depuis quelques temps pour préparer les épreuves de mon prochain livre. Je suis passé complètement à côté de cette polémique, je suis passé complètement à côté de cette bande dessinée. J'entends que notre cher Arthur Dreyfus est très très en colère, qu'il cite Staline et Blanche Gardin dans le même propos. Ouh là là, ça ne rigole pas. Mais je suis passé complètement à côté de la polémique, donc je m'abstiens de donner mon opinion. Non, mais vous pouvez donner votre opinion. Mais globalement, je note quand même qu'effectivement, il y a des forces de répression qui sont extrêmement fortes en ce moment. Il y a quelque temps, je voyais un magazine en ligne qui publiait l'interview d'un jeune fétichiste. Vous savez que c'est mon thème de recherche numéro 1, où le mec expliquait qu'il est dans le pub play, donc vous savez, avec ses tenues de chien, et les tombereaux de haine, d'incitation au suicide, de tout ce que vous voulez qu'il a pu recevoir. J'ai été absolument estomaqué. Et là, pour le coup, je partage la réaction d'Arthur Dreyfus. Je me disais, mais ça, c'est notre génération. Je veux dire, on a quand même des modèles identificatoires variés. On est censé être ouvert, peut-être même woke ou je ne sais quoi encore. Et alors que non, c'était une déferlante de haine à l'égard du dissemblable sexuel qui m'a véritablement coupé le souffle. Alors que son propos était clair. Et de quoi il parle? Il dit que cet homme disait qu'il mettait un costume et qu'il allait dans des soirées particulières. Qui ça regarde, quoi, finalement? Et en quoi ça... Il ouvrait quelque part une porte sur son univers. Et voilà, c'est ça, c'est la peur, en fait. Et point. Et là, il n'était pas question. Là, quand il est question de la BD dont vous parlez, ce dont on accuse, c'est de flirter quand même avec une notion pénale, de pédocriminalité, d'avoir une ambiguïté. Là, je veux dire, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut, entre adultes consentants. Bon, c'est même pas la même chose. Mais globalement, je suis d'accord avec vous, Brigitte, il y a quelque chose d'un peu puant dans tout ça. Bon, écoutez, on verra bien. Affaire à suivre. Ça s'appelle quand même une société de plus en plus intolérante, me semble-t-il. Bon, passons. Merci Swazik Belin, merci beaucoup. Et puis bravo de nous tenir au courant de choses qui sont quand même un petit peu inquiétantes sur justement notre liberté artistique, liberté d'expression. Jean, bonjour. Brigitte, bonjour. Merci d'être avec nous, Jean. 3 questions, puis après vous pouvez en poser une à Samuel Doc. Première question, quel serait le souvenir comme ça avec une femme qui vous a le plus impressionné, marqué, et pourquoi? Le souvenir avec une femme, je repense à un lointain souvenir quand je devais être encore au collège. Je me souviens d'une surveillante qui était une femme qui était pourtant pas très vieille, mais qui avait l'habitude de s'habiller de façon très féminine. Jupe, je me souviens, jupe, talons et bas. Je me souviens que c'est un souvenir très marquant. Ça me revient au moment où vous me posez la question. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Je pense que ça a toujours suscité de façon indirecte de l'imaginaire, en tout cas, ou du fantasme, des choses comme ça, quoi. Merci de nous le confier. C'est intéressant, Samuel Doc. On voit comment quelque chose comme ça peut marquer. Exactement. Et c'est rejoint ce que vous avez dit dans votre introduction. J'insiste, Brigitte, c'est l'autre qui influence notre imaginaire érotique, bien sûr. Bien sûr. Merci de cette sincérité, Jean. Deuxième question. Votre libido, elle est plutôt débordante, calme? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que j'approche bientôt les 50 ans, que j'aurai au mois de janvier, et que ma libido est plus apaisée. Je dirais pas qu'elle est calme ou qu'elle est débordante, mais qu'elle me paraît beaucoup plus normale. Enfin, normal. Non, le mot, c'est pas un mot de votre émission, normal, mais apaisée, ça me paraît bien. Ouais. Apaisée, j'aime bien une libido apaisée. Je trouve que c'est assez joli. Oui. Et puis, est-ce que vous pourriez supporter qu'on vous soit infidèle, ou est-ce que c'est quelque chose d'impensable pour vous? Alors c'est naturellement au premier degré, je dirais que c'est absolument impossible, mais bon, après voilà, on vieillit, des parcours de vie différents. Je pense que ça s'étudie au moment où ça arrive. Je peux pas être tranché, c'est difficile d'être tranché sur une question comme celle-ci. Je pense qu'il faut avoir tous les éléments pour avoir une vraie réflexion, mais bon, a priori non, c'est pas quelque chose qui me plairait, mais comme je dis, avec de l'apaisement et puis de la réflexion, je sais pas, à voir. En tout cas, vous êtes assez apaisé, je trouve, en tout cas dans les réponses que vous nous avez fait. On peut penser que vous avez fait du chemin. Vous pouvez poser une question à Samuel Doc qui vous écoute, allez-y. Alors Samuel, bonjour. La question que j'aimerais poser à un praticien, en fait, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé
dans le cadre de vos fonctions, d'être séduit par une patiente au point où ça vous trouble et où ça vous met mal à l'aise dans l'exercice de votre métier, quoi. Alors, moi, je suis attiré plutôt par les hommes, donc ça aurait été plutôt un patient homme, on peut le supposer, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Dans le mouvement psychique qui accueille la parole de l'autre, bien sûr qu'il peut y avoir des moments extrêmement forts, intenses sur le plan de l'affect. Je sais également, l'histoire de la psychanalyse en est constellée. Il arrive que des psychanalystes tombent amoureux de leurs patients ou patientes, mais à cet instant-là, un praticien raisonnable suspendra en fait le travail psychothérapeutique et passera sur un autre territoire. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé, même si Dieu sait que dans les relations de soins avec mes patients, il peut y avoir des émotions extrêmement intenses. Voilà, surtout que moi, j'interviens beaucoup en séance, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Merci pour si ça vous arrivait, vous arrêteriez de toute façon la relation thérapeutique avec cet homme. Exactement. Après, on est comment dire, on est rarement praticien seul, c'est-à-dire qu'on a des superviseurs, on a des personnes qui vérifient, à qui on parle du travail qu'on fait, et si on commence à sortir un petit peu de notre cadre, normalement, il y a les warnings qui s'allument au rouge et on est recadré. Mais moi, encore une fois, ça ne m'est pas arrivé jamais, en tout cas. Pour l'instant. Pas pour l'instant. Il faut jamais dire jamais. Effectivement, Brigitte. Oui. Merci Jean, en tout cas, merci de cet échange. Merci beaucoup Jean. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve au 0826 300 300 et n'hésitez pas à venir témoigner justement de ce qui vous aura marqué, de ce qui vous a transformé peut-être. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Samuel Doc, on va continuer à avancer dans notre construction identitaire, n'est-ce pas Jeanne? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Donc, vous avez eu 2 partenaires jusqu'à présent. Oui. Et actuellement, c'est pas tout à fait ça, je crois, avec votre partenaire actuel. Ouais. Dites-nous. Oui, actuellement, c'est un peu compliqué. D'une part parce que mon mari a des problèmes érectiles qui ont débuté et qui se sont intensifiés et qui fait l'autruche, on va dire ça comme ça. On a un éléphant au milieu du salon, mais il ne faut pas en parler. Voilà. Et d'autre part, il est bien pris par son travail et du coup, je pense qu'actuellement, ça occupe, en plus de son problème érectile, l'autre moitié de son cerveau. Voilà. Et du coup, c'est clair que notre sexualité est au plus bas. Et comment dire, et surtout, j'ai essayé de discuter avec lui en écoutant, suivant les conseils que vous donnez sur la communication, le jeu, voilà, en présentant des faits, en disant voilà, moi j'en suis là et moi je voudrais, et voilà ce que je voudrais, et toi qu'est-ce que tu veux. Donc il y avait une première conversation en juin où il n'y avait pas forcément de questions. Je lui disais, moi j'attends plus d'intimité, plus de tendresse, voilà. Et puis début octobre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends? De quoi tu as envie Et en fait, j'attends toujours la réponse. Mais il est dans le déni de ses pannes érectiles? Je ne sais même pas. Bon. Alors on va avancer autrement. Alors on va avancer sur vous. Vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport au fait qu'il ait des pannes érectiles? Qu'est-ce que ça provoque chez vous comme émotion? Dans un premier temps, je me disais c'est ma faute. Parce que suite à mon accouchement, on va dire que en bas c'est un peu Beyrouth, voilà, donc béance vulvaire, périnée, un peu mollasson, enfin etc. Et puis je vous ai écouté, j'ai écouté vos émissions, puis je suis même intervenue dans une de votre émission justement qui parlait de l'érection. Oui. Qui au final m'a rassurée et non, ça ne vient pas de moi et voilà, il y a les points. Mais comment dire, du coup.
Mais ça vous blesse, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que ça vous blesse quelque part. Oui, d'une certaine façon, oui. Parce que avec cette émission, en fait, je me suis fait un peu une rétrospective, on va dire, de ma relation, où il pouvait être en demande, où il était en demande, où voilà, on avait une sexualité minimum une fois par semaine. Enfin, oui, c'est bien. C'était très bien. Oui. Bon, après, il y a eu la naissance de notre fille. Ça a été un peu compliqué de reprendre, mais ça a repris, c'était bien. Et puis, il a pris des responsabilités au travail, et puis j'ai repris le boulot. Enfin, il y a eu un éloignement, et les rapports se sont espacés. Et on en a discuté à un moment donné. Et en fait, ce qu'il veut, c'est que je lui montre que j'ai envie de lui. Seulement, comme vous aviez déjà dit dans une de vos émissions il y a pas mal de temps, la femme a besoin de ce regard de l'homme qui la désire. Bien sûr, bien sûr. Et je ne l'ai pas. Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir. Oui, et lui, en tant qu'homme, a besoin de se sentir admiré, et il ne l'a pas non plus. Et vous êtes donc en crise. Oui. Et sa panne érectile, alors après, on ne peut pas affirmer ça, hein, mais elle est un peu le symptôme du couple, quoi. Oui, voilà, oui. Indépendamment de ce problème physique que vous décrivez, qu'est-ce que vous connaissez de ses fantasmes, de ce qu'il aime, de ce qui le fait jouir, de la période quand ça allait mieux? Qu'est-ce que vous savez un petit peu de ça? À part que plutôt c'est un homme à 5 à fesses. Hein. Bon, voilà. Les fantasmes de la mère nourricière, ça, voilà, il adore. Les seins, voilà. Mais sinon, je ne sais rien. Donc il était beaucoup sur vos seins, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui. Et sur le fait que suite à ma grossesse, en fait, il m'est resté un peu de lactation, en fait. Oui. Donc il adore me traire. D'accord. Et quand ça s'est arrêté, il a eu du mal à le supporter? Ça lui a manqué? Non, parce qu'en fait, je sais pas si... Enfin, en tout cas, j'avais fait des examens médicaux sanguins pour savoir... parce que mon gynéco, il m'a dit, ah bon parce qu'il me reste encore, en fait, s'il presse vraiment mes seins, il me reste encore du liquide qui sort. Donc, un peu, hein, pas non plus, c'est pas non plus le jet, mais il y a des gouttes, voilà. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, il n'est pas frustré, il peut continuer, voilà. Donc il y a quelque chose quand même qui érotiquement lui plaît encore et qu'il désire et qui est très, j'ai l'impression, très précis. Oui, voilà. Mais après, en fait, il ne va pas discuter de ce qui lui fait plaisir. Moi, à chaque fois, j'ai essayé à chaque fois, j'ai initialisé des conversations quand notre enfant a arrêté de faire la sieste, par exemple. Parce que c'était clair qu'on faisait surtout des siestes crapuleuses. Donc, quand notre fille a arrêté de faire la sieste, je lui ai dit, il va falloir penser autrement. Et proposer, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez du mal à communiquer et qu'il y a quelque chose comme ça qui est très douloureux pour vous. On va essayer d'avancer ensemble. Jeanne, restez avec nous. On va se retrouver après les infos. Puis comme toujours, vous avez droit à la petite devinette. J'ai choisi cette devinette par rapport aux animaux. J'aime bien, ça m'amuse. Quel est l'animal le plus chanceux sur la Terre sexuellement? Vous avez le temps des infos, Samuel Doc, pour trouver une réponse. On retrouve bien sûr Jeanne après les infos, et puis on vous invite vous aussi à réagir au 0826 300 300, et puis restez avec nous parce qu'on n'a pas encore joué au jeu de sapin de Noël, donc ce sera dans la deuxième heure, ou peut-être l'un d'entre vous pourra gagner un jouet. Et puis je pense que c'est important de comprendre, et on l'entend bien dans le témoignage de Jeanne, à quel point quand la sexualité ne fonctionne plus, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus dans l'estime de soi, évidemment. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 15h. Sud Radio.
Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Mathieu Bellisario. Bonjour, une promesse de don d'1 milliard d'euros. Le montant a été acté lors de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée à Paris depuis ce matin. La moitié de la somme sera consacrée aux dépenses énergétiques avec un objectif, venir en aide à la population ukrainienne cet hiver alors que les infrastructures du pays sont ravagées par les frappes de la Russie. Elle n'est plus la vice-présidente du Parlement européen. Eva Kaili a été démise aujourd'hui de ses fonctions. L'eurodéputé grec a été écroué dimanche dans une affaire de corruption. Elle est soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour influencer des décisions en faveur de l'Émirat au sein même du Parlement européen. Des sacs de billets ont été retrouvés à son domicile. Son avocat a indiqué qu'elle n'avait accepté aucun pot de vin et que sa cliente était innocente. Son avocate parle d'un avertissement solennel. Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Le député de la France Insoumise était jugé ce matin dans une procédure de plaidé coupable pour avoir giflé sa femme avec qui il est en procédure de divorce, également pour lui avoir envoyé régulièrement des messages malveillants. Quasiment 2 ans, jour pour jour après la disparition de Delphine Jubilard, une reconstitution est organisée ce soir à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Les juges d'instruction vont tenter de savoir ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Cédric, le mari de Delphine et principal accusé dans cette affaire, sera présent. On rappelle qu'il est écroué depuis 1 an et demi et mis en examen pour le meurtre de sa femme dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis 2 ans. Et puis fin du suspense pour le rugby français. Bernard Laporte a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis, également 75 000 € d'amende. Le patron de la Fédération française du rugby a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris dans une vaste affaire de corruption. Le président du club de Montpellier, Moed Altrad, a lui écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc, psychanalyste, psychologue clinicien, écrivain de nombreux ouvrages. Le dernier, je crois que c'était les chemins de la thérapie, aux éditions Flammarion, et on attend le prochain au mois de janvier. On vous recevra pour en parler évidemment. Mais tout de suite, je voudrais la réponse à ma devinette avant de redonner la parole à Jeanne. Quel est l'animal le plus chanceux sur la Terre sexuellement ? Moi, vous savez bien que je trouve jamais la réponse, mais moi, j'aurais répondu la tortue parce qu'elle vit longtemps et qu'elle emmène avec elle partout sa maison. Mais je suis sûr que c'est pas ça. Non, mais c'est le homard parce que même mort, on lui suce la queue. Ah, c'est vrai. J'avais dit sexuellement quel est l'animal le plus... Bon, eh ben ils vont bientôt être heureux les pauvres avec les fêtes. On retrouve le témoignage de Jeanne. Alors Jeanne, votre témoignage me semble important par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui parce que on sent à quel point cette difficulté sexuelle que vous rencontrez provoque en vous une tristesse assez grande et certainement un peu elle abîme un peu votre estime de vous-même. On a entendu tout à l'heure un mot un peu dur sur la manière dont vous parliez de votre organe sexuel et je crois que ce qui est important à comprendre, indépendamment déjà de la sexualité qui ne va pas bien dans votre couple, c'est de comprendre pourquoi, comment vous êtes un peu abîmé dans votre estime de vous-même, parce que y a l'amour que vous portez certainement encore à votre compagnon, l'amour qu'il vous porte aussi certainement, mais il y a aussi ce dont on parle aujourd'hui, ce lien que nous renvoie l'autre ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est important de réaliser. C'est pas parce que lui n'a plus l'air de vous désirer que vous êtes moins désirable. Et donc c'est peut-être ce travail-là sur vous-même déjà qu'il faut arriver à faire. Ne pas attendre de sa part ce renvoi de la personne désirable et belle que vous êtes. Oui. Alors, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Je suis d'accord. Il y a quelque temps, j'ai essayé de me remettre du mascara, de m'habiller un peu différemment, mais bon, mais ça dure pas. Et puis bon, surtout, voilà, ça demande un effort que je n'ai pas envie, effectivement, de fournir. Ouais. C'est de toute façon, je pense que dès le départ, j'ai une estime de moi qui était chancelante dès ma jeunesse, on va dire ça comme ça. Ce
qui peut expliquer, en tout cas, une sexualité avec un partenaire tardive. Mais c'est clair que mon mari a permis d'avoir une certaine stabilité et de passer outre cela, voilà. Mais depuis que j'ai accouché, après l'accouchement, je pense que j'ai été en dépression parce que j'ai pris 30 kilos, 40 kilos, voilà, alors qu'en grossesse, j'avais même pas pris 10 kilos. Oui, il est clair qu'il y a quelque chose qui s'est passé psychiquement pour que vous puissiez prendre autant de kilos. C'est pas normal de prendre autant de kilos, bien sûr. Donc, je me suis reprise en main. Et en 2016, j'en avais perdu 20, voilà. Et ça allait mieux, effectivement. J'avais repris les choses en main. Je n'attendais pas de mon conjoint, finalement, qui me répare ou que par rapport à son regard, voilà, il améliore les choses. Donc j'avais pris les choses en main. Mais là, effectivement, de nouveau, j'ai regrossi. Enfin, j'ai pas atteint. Oui. Mais je crois, Jeanne, que vous pouvez pas trop compter sur lui, hein, il me semble, parce que quand il est là à vous embrasser les seins et à vous téter, en quelque sorte, il a plutôt une position infantile que l'homme. On parlait hier des hommes virils qui sécurisent et qui réconfortent les femmes. Je crois que et vous l'avez laissé aller dans ce sens-là, et c'est peut-être pas non plus, et c'est peut-être là aussi qu'il faut que vous compreniez que vous avez un petit peu fait tout pour que on en arrive à une sexualité qui fonctionne plus très bien. Il vous reste peut-être la cravate de notaire et encore. C'est déjà fait. Et en plus, vous vous remettez beaucoup en cause, Jeanne, en parlant de votre apparence, en parlant de votre poids, en parlant de votre discours. Mais peut-être que tout cela ne vous appartient pas. Hein. Peut-être que ces difficultés, elles lui appartiennent, qu'il les défend, que c'est d'ailleurs bien pour ça que le sujet est si difficile à aborder avec lui. Mais à un moment donné, peut-être aussi que vous pouvez fixer une limite. Vous avez tout à fait le droit, la possibilité de dire que la situation actuelle vous fait souffrir, que vous n'en pouvez plus justement de mettre au travail cette question de la représentation de vous-même, que vous ne savez plus comment vous en sortir pour pouvoir retrouver une vie sexuelle, que vous aimeriez peut-être même aller voir ailleurs, que vous songez à des échappées hors de cette relation, mais vous avez le droit de fixer aussi des limites. La notion de devoir conjugal n'est pas qu'une notion légale, c'est aussi une notion psychologique. Mais si vous voulez, la psychologie de mon mari fait que les ultimatums, je ne pense pas que ça va fonctionner. Je parle pas d'ultimatum, je parle vraiment d'un discours qui soit ferme, franc, mais que vous vous fixiez aussi à vous-même peut-être à un moment donné. Mais j'ai essayé en juin, il n'en est rien ressorti. Alors, je vais parler d'un autre sujet qui concerne pas la Jeanne, ok. Non, mais Jeanne, ok. Vous parlez avec lui, il en ressort rien. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien fait. Et c'est ça qui est embêtant. Oui. Vous voyez, encore une fois, je veux surtout pas vous disputer, Jeanne. Hein. J'essaye de vous aider. N'attendez. Vous avez compris en juin que vous ne pouvez rien attendre de lui. En octobre aussi, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de vous-même ? Oui. Là, effectivement, j'en étais arrivée à cette conclusion en me disant qu'il faut que je me reprenne en main toute seule. Mais vous faites que ça, Jeanne. Vous nous expliquez depuis le début de l'émission que vous ne faites que ça à vous reprendre en main. La question, c'est pourquoi est-ce que vous restez avec lui ? Vous l'aimez toujours ? Non, mais sans le quitter, parce que je pense qu'on peut aussi rester avec quelqu'un, mais s'occuper de soi et prendre des initiatives qui vont vous aider à, je sais pas, aller prendre des cours de danse, prendre des cours de je ne sais quoi, bouger, sortir, aller sur des sites où on peut sortir avec des amis, exister pour vous. De trouver du plaisir ailleurs. Exactement. Oui. Et ça va le faire bouger, hein. Ça, je peux vous assurer que ça le fera bouger. En tout cas, jusqu'à maintenant, vos efforts ne l'ont pas trop fait bouger, ça je l'entends. Mais alors, c'est amusant que vous parliez d'efforts. Parce que j'ai été toujours... ce qu'il m'avait dit quand on s'est rencontrés, qu'on s'est fréquentés, etc., c'est qu'il admirait en moi, c'était justement que je bougeais. Dans le sens que j'avais quelque chose qui n'allait pas, je faisais en sorte d'essayer d'améliorer les choses. Autre chose, je faisais une analyse. J'ai fait une analyse pendant plusieurs années. Très bien. Et lui, voilà. Et donc ça, en fait, il n'en était pas capable. Après, j'ai grossi, je me suis pris en main, j'ai vu une diététicienne, j'ai repris le sport.
Voilà, et j'ai réussi à maigrir. Mais finalement, voilà, j'ai fait en sorte d'avancer. Lui n'avance pas. Bah oui, alors, c'est pas dans la sexualité, mais par exemple, je lui dis ça allait pas au boulot, et je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'on te reproche, etc. Et il me dit on ne me reproche rien, mais tu ne sais pas ce que je vis. Voilà, au boulot, sous-entendu. Je pourrais dire la même chose sur sa sexualité. Ben oui, mais je lui dis, Jeanne, oui, mais tu ne dis rien. Jeanne, je lui dis, oui, mais tu ne dis rien. Jeanne, là, vous nous parlez de lui, vous ne nous parlez pas de vous. Il est comme ça. Il bougera si vous bougez. Voilà. Mais il bougera pas parce que vous lui demandez de bouger. C'est toujours la même histoire. On ne peut pas changer l'autre. L'autre va bouger parce qu'on va bouger. Et c'est à vous vraiment de vous respecter, de bouger, de faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux, parce que là vous avez un fond un peu dépressif qui est dû en effet à toute l'énergie que vous mettez pour essayer de sauver votre couple et qui ne fonctionne pas. Et c'est tuant de mettre autant d'énergie pour rien. Vous comprenez ? Donc cette énergie, mettez-la pour vous. Uniquement pour vous. Foutez-lui la paix, laissez-le dans son coin. Tant pis pour lui. C'est ce que j'ai commencé à faire et effectivement, je me dis que allez dans ce sens-là. L'année prochaine, je reprends un peu un certain nombre de choses. Pas l'année prochaine, ce soir. Non, mais écrivez ce que vous avez envie, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Écrivez de vous à vous pour éclairer un peu votre moi le plus profond. Parce que là, vous êtes dans dans des rails avec lui qui vous empêchent de voir clair sur vos vrais désirs. Il faut avancer sur vous. Exactement. Et cesser d'attendre ce qu'il peut-être pas vous donner. Oui. Il peut peut-être vous donner encore la sécurité, le fait d'être en couple, etc. Je dis pas du tout qu'il faut partir. Je dis juste qu'il faut que vous soyez plus clair avec ce que vous voulez et que vous mettiez plus d'énergie pour vous que pour votre couple. Promis ? Oui, promis. Merci Jeanne. Merci beaucoup. Merci Samuel. Merci. On fait une petite pause et c'est Martial qu'on va retrouver dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien Samuel Doc, on se rend compte que c'est pas simple de se construire, de connaître ses désirs, d'être bien avec soi. On va voir ce que nous dit Martial maintenant. Bonjour Martial. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Donc allez-y Martial. Ce qu'on en dit, c'est que alors j'allais dire que la sexualité peut être un chemin vers une thérapie. Mais bon, ce serait copier quelqu'un que vous connaissez. Et juste dire que l'impression que j'avais, moi, c'est qu'une sexualité, ça ressemble. On sait pertinemment que l'estomac est un deuxième cerveau. Et j'ai l'impression que la sexualité en serait un troisième. On dit ça de l'intestin, je crois. On dit ça de l'intestin, de l'estomac, du ventre. Du ventre, en général, oui. De son intériorité. Et j'ai l'impression qu'une sexualité peut être un troisième cerveau, parce que ça guide beaucoup de choses, notamment la confiance en soi, puisque quand il y a des ratés, on perd confiance en soi, ça transpire dans la vie de tous les jours. C'est un véritable chemin. C'est pour ça que je parlais des chemins de la thérapie, parce que véritablement, si on a une sexualité qui fonctionne convenablement, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler et qui peuvent aller aussi bien ou mal en fonction, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de ce troisième cerveau, parce que ça guide beaucoup de nos pas, une vraie sexualité avec une vraie entente. Waouh, qu'est-ce que c'est bon après d'être soi-même, quoi. Ça permet d'être sur son identité aussi. C'est très beau. Je résume, mais voilà ce que je pense, quoi. Je pense qu'on est tout à fait d'accord avec vous. C'est peut-être même le premier cerveau. Je suis très heureux de vous entendre reprendre le titre de mon ouvrage. C'est vrai, et aussi que la sexualité, c'est souvent ce qui nous conduit à démarrer cette belle odyssée qui est une thérapie. Et si Freud nous a enseigné une chose, c'est qu'effectivement la sexualité règne sur nos âmes, c'est certain. Oui, tout à fait d'accord avec vous, mon cher Martial. Oui. Donc c'est vrai, ça permet, je pense même, d'aller au-delà de soi-même, de se dépasser. Alors, outre dans nos ébats, ça bien évidemment, mais je parlais de la confiance en soi, et quand je pense que cette confiance-là, une fois qu'elle est avérée, parce que c'est pas toujours facile d'être bon partout et dans tous les domaines, et notamment au lit. C'est impossible d'être bon partout, Martial. Enfin, moi, j'y arrive pas.
Personnellement, j'en suis pas loin, mais c'est ce que j'aimerais faire croire à ma chérie. Mais en l'occurrence, c'est cette action dans le couple nous construit beaucoup plus qu'on ne le croit même. Moi, je sais pertinemment que après des débats, après un échange d'amour, parce que c'est une véritable transition d'un état à un autre état, d'un être à un autre être, parce qu'on se transcende. Mais Martial, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de l'émission, et je vais le dire parce que c'est quelque chose qui quand même est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'existence d'un humain qui lui permet de sortir de son corps, d'avoir l'impression comme ça d'être une sorte d'être surnaturel. Il y a l'orgasme, hein, où on est réellement dans quelque chose qui tout d'un coup explose et qui nous fait sortir de notre corps. Après, il y a le saut à l'élastique, il y a le fait de rouler à 200 à l'heure en moto et de croire qu'on va rater le virage et finalement de le réussir. Il y a ces sensations comme ça très 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 fortes qu'apporte souvent d'ailleurs le sport. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous permet de sortir de cet état, enfin on appelle ça l'extase en fait. Hein. Mais la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est quand même à la portée de tous, assez facile. Donc il faudrait pas trop s'en priver, hein, je trouve. Et je suis d'accord avec vous, c'est une bonne thérapie. Vous prêchez un convaincu. Alors tout ça, j'ai fait 200 à l'heure en moto, etc. C'est pas bien. C'est pas grave, c'est sur les autoroutes. Mais c'est vrai que pour aller pour un véritable dépassement de soi, c'est quand même un chemin qui est pas très long, comme vous le disiez si bien. Hein. C'est à portée de la main, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut aller très très loin. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, Martial. J'ai tâté au tantrisme, j'ai tâté à des tas de choses. Je suis allé pas mal loin, hein, avec Mais voyez, ce qui est intéressant, moi je trouve ce qui est intéressant, Samuel Loc, je sais pas si vous êtes d'accord, dans le témoignage de Martial, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui ose. Oui, et on entend beaucoup de bonheur dans votre voix, Martial. Moi j'ai l'habitude d'entendre des personnes qui sont plutôt malheureuses, et vous, il y a quelque chose d'assez rayonnant. Je me trompe? Vous êtes heureux? Il vaut mieux être un malheureux qu'une fille malheureuse. Mais je reprends aussi votre littérature. Le sujet était un peu plus douloureux chez vous, mais le cœur d'enfant, retrouvons son cœur d'enfant, c'est l'enfant thérapeute ou quelque chose comme ça, je pense. Et si, je crois que c'est de chez vous ça. Mais si on retrouve son cœur d'enfant ou si on tentait, on le garde, y compris dans nos ébats, même si ce que vous aviez écrit, c'était vachement douloureux, mais je pense que si on arrive à garder son cœur d'enfant, on peut aller très très loin avec sa partenaire, son ou sa partenaire. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Je comprends votre rebond parce que j'ai publié un petit extrait du livre à venir qui sort dans un mois sur Instagram. J'ai eu beaucoup de retours, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, et c'est pour ça. Alors on triche un petit peu parfois. Là, j'ai voulu donner un extrait. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un tel souffle et à ce que tant de personnes souhaitent réparer quelque part aussi les trajectoires de leurs propres parents et les leurs. Donc oui, j'ai été presque rattrapé par mon extrait. Il est parlant votre truc, là. Dis donc, ça se couvre. C'est fort. Hein. Pour une fois que je raconte pas mes balades dans la forêt, ça change. Ça change. Bon. Voilà, on pourrait en parler moi je peux en parler pendant des heures, tellement c'est beau, tellement c'est puissant, tellement c'est fort, tellement ça construit, tellement ça permet d'exister, tellement. Donc, allez-y, quoi. Faites des câlins, faites des bisous, faites l'amour, allez-y, quoi. C'est vital. Lâchez tout, quoi. Lâchez tout. Oui. J'ai un baseline ici, j'ai un établissement de perdition. Enfin, j'ai un lieu de perdition pour mieux se rencontrer. C'est un bar, enfin, une cave à bière. Et je dis, la vie est belle, le reste, on s'en bat les couilles. Pardon, mais c'est tellement vrai, quoi. Faites l'amour, quoi. Faites l'amour, pas la guerre. Oui, en tout cas, sans aller jusqu'à dire faire l'amour, parce que c'est quand même pas non plus forcément possible pour tout le monde de donner son corps comme ça n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Mais en tout cas, soyons dans des liens d'amour avec les autres, quoi. Ne soyons pas en train d'aller sur les réseaux sociaux à critiquer tout le temps. Soyons dans des liens d'amour. Osons nous toucher à nouveau, quoi. Moi, je suis assez triste de cette peur de se toucher qui est en train de nous envahir. Les accolades, les câlins, tout ça, bien sûr, on a besoin de ça. On est des êtres de toucher. Mais oui, on est des mammifères. Nous sommes des mammifères, ne l'oublions pas. Exactement.
Bon voilà, je vous invite à venir chez moi, un de ces quatre, vous verrez. Alors, Ici, c'est où vraiment. Alors c'est à Carbone, c'est en périphérie de Toulouse. Ça s'appelle Le Garage. C'est une cave à bière, mais on fait des concerts tous les samedis. Enfin, je veux dire, ici il y a une âme, quoi. J'ai plein d'objets, de collections, etc. Des trucs. J'estime que les lieux, les objets ont une âme. Ici on partage. C'est un lieu de partage quand on picole. Ben voilà. C'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage, vous l'avez dit, et donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on ne se construit qu'à travers les autres. Donc un lieu de partage, forcément, il y a du lien. Hein. Comme j'aime quand vous parlez comme ça, Brigitte, si vous saviez. Ça fait du bien. Mais merci, en tout cas, ça nous a fait du bien de vous entendre, Martial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, alors, justement, c'est bientôt Noël. Et c'est le moment d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous allez peut-être gagner un coffret montre-ruban avec un duo de 2 bracelets bijoux de la marque Les Interchangeables. Il y a peut-être aussi à gagner un soin corps et visage dans l'Institut Guinaud Marie Corps. Une séance photo famille avec la shootingbox.com. Bref, enfin bon, de toute façon, il y a énormément de cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Sud Radio. Pour gagner, vous appelez le 0826 300 300 et ce sera le 12e appel qui va gagner aujourd'hui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, on le sait, hein, c'est difficile de communiquer en couple. Donc voilà un petit love conseil que je vous propose. Je l'ai appelé l'interview. Si vous avez du mal à communiquer et si vous avez envie de mieux connaître votre partenaire, alors c'est un jeu assez simple. Vous proposez à votre partenaire de jouer aux people et aux journalistes. Donc il y en a. Alors vous pouvez tirer au sort. Hein, celui qui va être journaliste, c'est celui qui va être people. Et puis donc, vous vous glissez dans la peau du journaliste. Imaginez, vous êtes le journaliste, moi je suis le people. Alors on choisit si on est ce qu'on veut, sportif, politique, acteur ou je ne sais quoi. Et donc on pose des questions. Alors on commence comme si c'était une vraie interview, avec des questions assez soft. Et puis tout au fil de l'interview, on peut aller un petit peu plus loin, en savoir un petit peu plus, etc. Si vous savez pas trop bien quelles questions poser, vous pouvez très bien vous acheter un magazine et puis vous référer à une interview qui aura été dans le magazine. Et l'autre répond, Alors ça permet un petit peu de fantaisie, un petit peu d'imaginaire, un petit peu, etc. Mais en même temps, ça oblige quand même à parler de soi. Et c'est une belle manière quand même de s'amuser à essayer de se questionner si on a du mal vraiment à communiquer, non ? Je trouve que c'est une idée géniale. Et alors, moi j'adore les jeux de rôle, mais je n'aurais jamais eu l'idée de faire l'intervieweur et l'interviewé. Donc merci Brigitte pour ce beau love conseil très efficace. Écoutez, merci à vous. J'aurais jamais pensé. On va maintenant passer au jouet intime du jour, qui est un jouet pour hommes. C'est assez rare, mais de temps en temps quand même on teste des jouets pour hommes. Et heureusement c'est un homme qui l'a testé, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour. Alors, ça s'appelle le masturbateur Deep Blue de la marque Dorcel qu'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je l'ai sous les yeux, je le prends, mais je vais le confier à Samuel parce que moi, je vois pas très bien comment je peux tester ça. Tenez, Samuel. Attendez, mon doigt est coincé. Ça y est. Alors, Christophe, qu'est-ce que vous en dites ? C'est assez joli, on dirait une sculpture. Oui, alors c'est ça. C'est la première chose que j'allais dire. Il ressemble un petit peu à cette petite compression en bronze qui sert de trophée au monde cinématographique français chaque année. Le César. Voilà. Ouais. Il est sans doute moins lourd, mais quand même, il fait son poids. Je ne sais pas si vous l'avez en main, mais il fait à peu près 700 grammes. Donc ça fait son poids quand même. Et c'est vrai que c'est assez joli. Esthétiquement, on peut pas dire que c'est moche. Voilà. Joli. Après, c'est joli, mais l'ergonomie générale, si vous voulez, incite pas au fantasme quand même. On a quand même l'impression... quand on a reçu ça, quand j'ai reçu ça et que j'ai montré à ma femme, on a un peu ri en se disant, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'as reçu ton extracteur de jus, elle m'a dit. Elle a de l'humour, votre femme. Ouais. Donc, les dimensions, il fait 20 cm de haut. Pour le boîtier, parce qu'à l'intérieur du boîtier, vous avez un manchon qui est en élastomère thermoplastique. Voilà, c'est du plastique spécial hypoallergénique.
Vous avez une largeur totale de 8 cm et puis vous avez 2 tailles de manchons. Alors, il y a 2 couleurs. La longueur insérable du manchon blanc est de 13,9 cm, c'est très précis. Je vois ça, oui. Et celle du manchon noir est de 15,5 cm. Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Attention, Christophe. Non, on n'interprète pas. On n'interprète pas le blanc et le noir, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse juger. Mais voilà, il y a le noir et la capacité d'insertion du noir est plus importante que celle de l'objet blanc. Voilà. D'accord. Alors moi je conseille pour l'utiliser évidemment parce que si on a Alors le principe c'est vous rentrez votre pénis dans le trou de silicone. Enfin non, c'est pas du silicone d'ailleurs, vous avez dit que c'était quoi déjà? C'est du thermoplastique, c'est d'élastomère en fait. Oui, alors le défaut principal c'est que c'est très froid. Et de fait, moi, je pense qu'il faut peut-être le mettre, par exemple, sous les draps un moment avant de commencer de faire des choses, de s'amuser avec. Il faut le mettre un petit peu à chauffer. Voilà. Et puis vous avez aussi, il y a vraiment nécessité d'un lubrifiant parce que sinon, ça fait vraiment mal. C'est pas le but. Voilà. Ça c'est vraiment le défaut principal. Sinon, on n'a pas eu le temps de l'utiliser. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser à 2, par exemple, dans un bain ou dans une douche. Mais dans un lit, à partir du moment où vous avez l'original, franchement, utiliser le manchon, j'ai pas vu l'intérêt. Non, c'est fait pour utiliser. Enfin, c'est fait plus pour se masturber quand on est seul, non? Oui. C'est pas, à mon avis, c'est pas pour jouer avec sa partenaire. Hein. Mais ça peut parce que si vous voulez, ils indiquent bien que c'est waterproof, donc d'accord. On peut l'utiliser sous la douche. Si par exemple sous la douche, parfois on n'a pas toujours la place, donc ça peut être un jeu. Moi j'aime bien de temps en temps faire un jeu comme ça, m'amuser un peu avec elle sous la douche et il n'y a pas toujours la place d'une pénétration, donc on peut l'utiliser comme ça, comme un petit jeu quoi. Ou ce qu'on appelle l'edging, faire monter la jouissance, interrompre, recommencer et ainsi de suite. Ouais. Ou alors, si on est une femme et qu'on trouve que notre mec il est un petit peu trop prenant, on a ça sous le coude et puis on lui dit non, ce soir, tiens, il y a Sophie là, tiens, tu t'amuses avec Sophie. Moi, on peut lui donner un petit nom, oui. Ouais. Bon, bref, ça n'a pas l'air si génial que ça, votre truc, hein. Bon, c'est très honnêtement, moi j'étais parti avec un a priori et je suis resté avec. Il y a à l'intérieur, si vous voulez, vous avez une sensation quand même, hein, parce que il y a des petits picots, des stries, des nervures, il y a des choses qui, mais très honnêtement, c'est pas une sensation extraordinaire, quoi. Hein, c'est pas. D'accord. Je peux pas dire que j'ai été vraiment emballé. D'accord. Bon, vous me donnez une note, puis on n'en parle plus. Eh ben, je vais vous dire 5. 5 sur 10. Ah oui, en effet. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça s'appelle le masturbateur Deep Blow de la marque Dorcel et vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci en tout cas, Christophe. Merci d'avoir testé ça pour nous. On va continuer dans un instant avec Gilles qui nous a rejoint. Bonjour Gilles. Bonjour Brigitte. Et bonjour à votre invité Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Gilles. Justement, vous avez un rapport à la sexualité pas si simple, hein? Non. Et pourquoi? Je pense que j'ai un grand manque de confiance en moi depuis tout enfant. Mm-hmm. Et ma première expérience a été catastrophique. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'avec quelqu'un qui avait le dessus sur moi, donc qui imposait tout. Et donc ça a été très difficile d'arriver à me construire. De ma première expérience, voilà. Par la suite, après, j'ai réussi un petit peu à contourner tout ça, mais il y a quand même, il y a très peu de temps de ça encore à avoir des,
de me retrouver dans des positions délicates parce que voilà, le moindre mot que je pouvais avoir ou la moindre petite réflexion me bloquait complètement. C'est-à-dire, ça vous fait perdre votre érection, ça vous donne... Ah oui. C'est ça. Oui. Ou à certains moments, voilà, si la personne elle me disait, voilà, on était en train de promener, on s'arrête là, on fait l'amour là, dans un bois ou quoi, je me retrouvais en totale détresse, quoi. Alors que ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Et ben là, si à ce moment-là on me disait non, ça va se passer là maintenant, comme ça, et ben je ne pouvais pas répondre à ces attentes. Oui, mais ça, c'est pourquoi pas. On n'est pas tous obligés d'être capable d'avoir une érection sur mesure. À un moment, vous avez peut-être besoin de tendresse, de douceur pour arriver à être en érection. Hein. C'est pas, ça parle de vous, hein. Oui, tout à fait. Voilà, mais bon, c'est quelque chose qui m'a souvent mis en difficulté. C'est quelque chose qui souvent, voilà, qui régulièrement m'a mis en difficulté et où il a fallu, disons pour moi après que ça me fait perdre totalement mes moyens. Et à l'inverse, si vous prenez le contrôle, si vous êtes sur une scène sexuelle où, voilà, c'est pas l'autre qui dit ce qui doit se passer, ce que vous devez faire, ou ci ou ça, ou quoi, qui ne doit pas intervenir, mais si c'est vous qui dominez, qui dirigez, est-ce que ça vous rassure? L'inverse. Si c'est... pas plus que ça. Ah. Alors, qu'est-ce qui vous rassure? Comment? Qu'est-ce qui vous rassure? Quel genre de femme vous rassure et qu'est-ce que vous aimez qu'elle dise ou qu'elle fasse? La personne que je viens de rencontrer. Ah bah super. Le regard, on va dire le regard d'amour. Le regard et l'amour sincère que l'on peut ressentir de l'autre personne. Avec de par son regard, de par ses paroles. D'accord. Donc quand ça parle, encore une fois, vous voyez, c'est intéressant. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui a des pulsions sexuelles et qui a envie de prendre. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de sentir que on vous aime, qu'on vous accepte, et là vous pouvez avoir une érection. Oui. Vous avez besoin, au fond, d'être aimé et admiré. Oui, je pense qu'il y a de ça, oui. Mais vous savez, ça n'a rien d'anormal. On le disait en début d'émission. Bien sûr qu'il faut se sentir suffisamment bien avec sa propre étrangeté, avec cet inconnu du corps, son propre moi, pour pouvoir se donner, s'abandonner à l'autre. C'est tout à fait entendable, audible. Rassurez-vous de ce côté-là. Rassurez-vous. C'est vrai que c'est très tabou dans une société comme la nôtre qui n'encourage que la performance, la brillance, la jouissance à tout prix. Mais bien sûr que nous sommes des êtres de doute, d'incertitude, bien sûr. Bien sûr, vous avez le droit. Alors là, il y a peut-être quelque chose à travailler de vous à vous, Gilles. Qui ou quelle image a fait que vous pensez qu'un homme doit pouvoir bander sur mesure et être capable d'agir quand une femme le demande? Vous voyez, c'est certainement une image masculine qui vous a un petit peu empêché de comprendre qui vous êtes vraiment, vous voyez? Ah oui, ça c'est sûr, oui. Il y a de ça aussi, puisque j'ai de par mon parcours, j'ai joué au rugby, donc dans quelque chose d'hyper hyper masculin, où donc tout le monde annonce ses performances. Et vous avez été un petit peu pénalisé par ça, vous voyez? Oui, tout à fait. Bon, mais ce qui est bien, c'est que vous vous découvrez et que vous trouvez enfin la personne qui correspond à vos vrais désirs. Ah oui. Ça c'est un cadeau de la vie, ça. Surtout que je suis depuis 3 ans traité pour différents cancers. Donc c'est... Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, Gilles. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, que cet amour nouveau vous aide à être en paix avec vous-même. Oui, ça, voilà. Et
d'être autant dans, on va dire, dans la difficulté à certains moments, parce que justement, toutes les sensations au niveau du corps, là pour le coup, on maîtrise plus rien. Et d'avoir quelqu'un avec soi qui nous permette de vivre toute cette sensualité et tout cet amour, c'est magique. C'est un cadeau de la vie, oui. La sexualité, ça devrait toujours être d'abord un prendre soin. Et je crois que c'est ça que vous nous donnez à entendre. Un prendre soin. C'est ça. Et vraiment arriver à trouver toute la justification des mots avec la personne avec qui on le vit. Avoir voilà. Vraiment l'interprétation des mots, voilà, a tellement d'importance. Vous avez l'air d'être sur le bon chemin, en tout cas. Le chemin qui vous mène à vous-même et à l'autre. Vous avez l'air d'être sur la bonne route, malgré les difficultés que vous traversez sur le plan de votre corps. Oui. C'est très... c'est aussi beaucoup de... c'est fort, hein, ce que vous êtes en train de traverser, Gilles. Mais justement, profitez de cette rencontre pour justement arriver à être plus en lien profond avec vous-même et votre corps qui souffre. Oui, c'est ça. C'est mon travail en ce moment. C'est mon travail en ce moment. Merci. Merci à vous de nous avoir confié votre chemin de thérapie, justement, puisqu'on parle du livre de Samuel Doc depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, Gilles. Merci et bon courage. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Au revoir. Ça y est, on a notre gagnante. C'est une femme, Julie, qui est aujourd'hui la gagnante du sapin de Noël. Bonjour, Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Donc, si vous êtes le 12e appel, merci à vous. Non, c'est vous qui avez joué et qui avez gagné. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné ? Voyons. Qu'est-ce que je trouve au pied du sapin ? C'est une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Vous allez choisir sur ce site, shootingbox.com, votre photographe professionnel. Alors, vous avez le choix entre 400 sélectionnés. Donc, vous trouverez forcément celui qui vous convient. Il y a le choix. Voilà, et vous pourrez vous faire photographier, alors soit chez vous, soit en studio, soit en extérieur, et ce sera la possibilité d'immortaliser des moments en famille, donc c'est pas mal ça, hein Ah oui, c'est super. Ce sera une superbe. Merci beaucoup, Brigitte. Merci Sud Radio surtout. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne séance grâce à Sud Radio et à la shootingbox.com. Et puis on continue bien sûr notre grand sapin de Noël sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre, donc restez à l'écoute. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Samuel Doc. À tout de suite. Bonjour, ici Jacques Pessis. Que vous souhaitez, sinon de très bonnes fêtes. Vous les méritez amplement, largement. Profitez-en en famille avec ceux que vous aimez et bien sûr en écoutant Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Christian Signol. Il est l'un des romanciers les plus lus de France. Ses livres sont traduits en 15 langues. Défenseur de nos terroirs et de nos traditions, il publie L'école des beaux jours, l'évocation d'un lointain passé, mais néanmoins d'une brûlante actualité. Christian Signol est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 21h-22h. Jacques Pessis. À Noël, quand un invité se resserre, on se dit que c'est par politesse. Mais quand 9 invités se resservent, on se dit que c'est parce que c'est bon. Comme lors des tests sur nos produits du Noël Aldi, où 9 personnes sur 10 se sont resservies. Faites le test vous aussi en ce moment avec le saumon fumé Excellence à 9,99€ les 8 tranches. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Certifié ASC, élevé en Norvège, barquette de 300 grammes, 33,30€ le kilo. Info et résultat de nos tests sur aldi.fr, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. On commande à manger ? Bof, si c'est pour dépenser une fortune. Mais non, les mardis et jeudis chez Domino's, toutes les pizzas médium et même les larges sont toujours à 7,99€. Toujours à 7,99€? Même les larges? Oui, c'est les mardis et jeudis fous. Domino's. Prix conseillé à emporter hors supplément. Conditions et magasins participants sur dominos.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+. Sud Radio. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Manger des légumes français, c'est toujours mieux. Alors prenez-moi ces beaux poireaux Origine France.
Ah mais c'est vrai que chez Leclerc, les poireaux sont français toute l'année. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est juste 1,29 € la botte d'1 kilo. Vous allez pouvoir faire une bonne soupe. 1,29 € le kilo? Ah bah à ce prix-là, je vais pas seulement faire une soupe, je vais faire une tarte, un gratin, une fondue. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 15 décembre, catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Si vous dites Joyeux Noël à Léontine, bon, elle va être contente. Mais si vous écrivez Joyeux Noël Léontine sur des chocolats, ça va l'éclater. Pour Noël, Jeff de Bruges inscrit gratuitement un message personnalisé sur ces délicieux chocolats. Des chocolats fondants, onctueux, raffinés. Jeff de Bruges, le plaisir d'offrir du plaisir. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause est la solution d'origine naturelle sans hormones pour se sentir bien. Nouveau, Manae Ménopause existe aussi en gummies. Manae, une marque Vitavea. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si vous démarriez 2023 au volant d'un Opel Mokka? En ce moment, Opel vous fait bénéficier jusqu'à 3 700 € d'avantages clients sur une sélection de modèles de la gamme Mokka, disponible immédiatement pour débuter 2023 avec style. Prenez un nouveau départ avec son design affirmé, son allure unique, ses courbes épurées et voyez le monde différemment avec ses 22 pouces d'écran numérique. Dès maintenant, faites l'expérience de l'excellence allemande avec Opel Mokka. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre, conditions sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Colin. Moi? Oui, jusqu'au 19 décembre pendant l'opération Tout pour les fêtes. Le saumon fumé Delpera est à 8,99 € les 6 tranches plus 2 offertes. À 8,99 €, moi c'est saumon. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Origine Norvège, transformée en France, 250 grammes, soit 35,96 € le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Samuel Doc qui est avec nous, psychologue, clinicien, psychanalyste. Évidemment, on a essayé de vous aider durant ces 2 heures à comprendre comment la sexualité parlait de nous, hein, bien sûr, et nous aider à nous construire. Vous êtes psychanalyste, donc évidemment, Samuel Doc... Vous êtes convaincu de tout ça, hein. Et oui, bien sûr, convaincu de notre nature éminemment sexuelle. Même vous parliez de la sublimation, même les œuvres d'art, voilà, même dans des domaines qui ont l'air d'être si loin parfois de nos productions corporelles, eh bien, il y a quelque chose de la libido, de l'érotisme qui vient à s'exprimer. Oui. Et dans le langage, n'en parlons pas. Et dans le langage, n'en parlons pas, effectivement. Noémie, bonjour. Bonjour Brigitte, Samuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Noémie. Alors, vous êtes à l'aise, visiblement, vous, avec votre sexualité? Alors, je suis à l'aise, oui. Maintenant, je l'étais pas particulièrement avant. D'ailleurs, rien que le fait de participer à une émission comme la vôtre, je pense qu'avant, ça m'aurait absolument pas intéressé, non pas par timidité, parce que j'aurais rien eu à dire, je pense. Alors que je pense que depuis quelques années, j'ai effectivement parti à la découverte de mon identité sexuelle, si on peut, c'est le thème de l'émission. J'avais jusque-là une vie assez plan-plan, j'allais dire, enfin rien de banal, mais rien d'extraordinaire, avec mes compagnons. Et puis il y a quelques années, je me suis mis, il y a 2 ans et demi, je me suis mis sur un site libertin que j'ai quitté il y a plusieurs mois. Et c'est vrai que ça m'a quand même révélé des facettes sur moi-même assez surprenantes. Et alors justement, votre témoignage est intéressant parce qu'il est exactement dans le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez découvert et grâce à quelle pratique? Alors déjà, pour faire une fiche sur un site de ce genre, il faut des photos un peu sympas, un peu coquines, si possible. Et je me suis rendu compte que j'en avais zéro. J'avais jamais été dans cette dynamique-là de jouer avec mon corps devant un appareil ou d'essayer d'être sexy en fait. Et là, j'ai dit il me faut des photos. Donc j'en ai fait moi-même. J'ai fait 2 séances avec un photographe qui a fait des photos assez magnifiques. Et puis voilà, c'est devenu un jeu. Et en fait, j'ai confiance en moi, j'ai pas de problème avec mon corps, je suis pas timide, je suis pas farouche dans le sens où je suis sur la défensive spontanément. Et en fait, ça
ça définit une partie de moi. C'est pas moi dans sa totalité, évidemment, mais dans ce domaine-là, c'est vrai que ça m'a permis d'être rattachée à ma sensualité. Il n'y a pas que de la sexualité. Tout à fait. Il y a cette grande part-là, effectivement, parce que des photos peuvent être... Bon, les hommes étant très visuels, c'est pas très compliqué, mais une photo peut être très excitante pour un homme sans être du tout trash. Et justement, en montrant, on m'a souvent dit, mais qu'est-ce que tu dégages comme sensualité sur tes photos? J'en avais strictement aucune idée. Et justement, quand vous vous voyez sur ces photos et ce qu'on vous en dit, ça vous a renforcé dans votre estime de vous-même? Oui, forcément. Oui. Après, je suis pas naïve, des hommes disent des choses. Mais je suis pas tombée sur des morts de faim. Donc c'était d'autant plus flatteur que c'était très souvent des très beaux hommes. Enfin, je veux dire, c'était c'était quand même des compliments que assez valorisants, je veux dire. Oui. Et puis ça m'a permis de découvrir des pratiques sexuelles que j'ignorais, et puis comme ça de savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et d'avoir un certain nombre d'amants, on va dire. Et alors le danger un peu de ça, c'est que maintenant je sais ce que j'aime vraiment, et je sais ce qu'il me faut un peu là. C'est quoi un danger? C'est plutôt un atout. C'est pas un danger, vous perdez plus de temps pour rien. Oui, mais c'est de trouver chez un homme un peu tout. C'est pas simple. Surtout que j'ai passé la cinquantaine, donc les hommes, j'essaye de trouver un homme qui soit encore, bien à 55 ans. C'est pas le cas. Mais vous avez Noémie, vous avez des hommes de 35-40 ans qui aiment bien les femmes de 50 ans. Hein, oui, c'est pas un problème, ça j'en ai rencontré. C'est pas un souci. Non, mais je parle maintenant. Oui, complètement. J'en ai rencontré plusieurs. Mais là, je parle d'une relation plus stable. Justement, c'est pour ça que j'ai quitté le site. Une relation. Vous avez maintenant que vous avez fait le tour de votre sexualité un peu récréative, on va dire, vous avez envie de rencontrer un partenaire régulier, c'est ça? Oui, tout à fait, un amoureux en fait. Oui. Et effectivement, il y a maintenant des critères qui sont pour moi assez incontournables bien sûr. En termes de sexualité. Et ça peut être un frein, parce que il y a des choses, je peux pas. Je veux bien trouver des compromis, mais il y a des choses, non, je vais pas pouvoir d'un coup repasser une sexualité pépère ou pas créative. Un éjaculateur précoce, ça le fera pas. Ça le fait pas. Non, là on est d'accord. Oui, c'est pas. Oui, donc il y a déjà, on va être gentil, on va dire, il y a déjà 20% des hommes qui ça va pas aller. Ah, c'est à ce point. Non, vous êtes dur, parce que j'en ai rencontré qu'une fois dans ma vie. Et vous avez de la chance. Ah bon. Mais non, après c'est un tout, c'est un homme qui sache communiquer, un homme qui soit aussi lui-même capable de dépasser un peu ses réticences, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont eu des vies très plan-plan pendant 30 ans de mariage et puis d'un coup se retrouvent divorcés ou autres, et voilà, qui doivent eux-mêmes aller à la recherche de... Mettez pas la barre trop haut quand même, Noémie. Non. Mais vous voyez, si je peux dire une petite anecdote, hier j'ai eu une longue conversation avec un ami avec lequel j'ai pas parlé depuis très longtemps, puis il a voulu me raconter ses histoires avec ses femmes et tout, et il m'a dit que on s'était revus donc il y a un mois, il m'a dit quand je t'ai vu, il faut que je te dise, tu es vraiment une très belle femme, et qui est pas juste la femme qu'on aurait envie de baiser, qui est la femme qu'on a envie d'embrasser et dans laquelle on a envie de se fondre. Alors ça, ce genre de mots, peut-être il y a 20 ans, ça m'aurait un peu choqué, comme ça peut choquer des femmes maintenant, quand on lui dit on a envie de te baiser, mais c'est la partie derrière, il a dit on a surtout envie de t'embrasser et de se fondre en toi. Et j'ai trouvé ça, c'est très joli, et au moins c'est cash, c'est direct. Non, mais ça veut dire que vous êtes devenue une vraie femme, c'est-à-dire que vous êtes une femme prête à accueillir la virilité de l'homme. Et c'est chouette, bravo. Beau parcours. C'est encourageant. Je pense que votre témoignage est encourageant pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, sachant en plus que ce qui s'oppose en psychanalyse aux pulsions sexuelles, ce sont les pulsions de mort. Alors c'est vital. Vous avez raison d'être exigeante sur votre sexualité. C'est vital, bien sûr. Si j'ai la balle. Écoutez, oui, et puis je trouve aussi que vous avez dit différentes choses que je trouve très importantes. Vous avez insisté sur la sensualité. Effectivement, la sexualité, c'est d'abord de la sensualité qui ne concerne pas que la pénétration, sur l'aspect jeu, le fait que c'est un jeu après tout, et ce n'est pas dramatique, et aussi cette réconciliation avec soi-même qui est très importante, et Brigitte l'a bien nommé aussi. Tout ça est fondamental pour une psyché humaine. Eh bien, c'est sur ces mots
Samuel Doc, nous allons conclure. Merci Noémie de votre appel. Merci beaucoup Samuel Doc. On vous retrouvera pour votre prochain livre hein, qui est tout chaud mais qui n'est pas encore tout à fait sorti, qui sort en janvier, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous pencher sur les chemins de la thérapie aux éditions Flammarion. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, justement, puisqu'on approche de Noël, j'ai eu envie de faire une émission spéciale jouets intimes parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie d'offrir un jouet pour Noël à leur partenaire. Eh bien, avec Philippe Arlin, on fera un peu le tour de tout ce qui existe actuellement sur le marché et puis on vous donnera des conseils suivant les goûts de votre partenaire. Je vous embrasse. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.